Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour une nouvelle réaction sur pourquoi le jeu vidéo est en danger de Schnoz. Donc, actuellement en live, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que votre réveillon s'est bien passé, que du coup, la fête de Noël s'est bien passée vu que c'était hier, que vous avez été gâtés, que vous avez eu plein de trucs, de la thune, des cadeaux, bref, de tout. Et puis voilà, donc on est parti, allons-y, petite react et on est go. Allez bon, c'est parti. Le jeu vidéo est en crise. Entre les fermetures de studios, les licenciements de masse ou l'avènement Ouais. des IA, l'année 2024 fut une vraie épreuve pour l'industrie. Mais c'est sur un problème en particulier que j'aimerais attirer votre attention. Et c'est une polémique toute récente qui l'a mis en évidence. The PS5 Pro is a waste of money. Ce que vient de faire Sony avec l'annonce de la PlayStation 5 Pro, c'est juste scandaleux. J'ai honte de ce que devient le jeu vidéo. La sortie de la PS5 Pro sans lecteur de disque, ou presque vous le verrez, à 800 € fait très peur. Et pour Ah bah ça pour très peur frérot, pour la PS5 Pro du coup avec, ça j'ai déjà dit dans une réact, mais la PS5 Pro avec le lecteur de disque, pour ça autant acheter un PC, voilà au moins t'es Pour de tranquille. bonnes raisons, on assiste impuissant à la mort du jeu en support physique depuis déjà des années. Une transition progressive vers le dématérialisé qui a beaucoup plus d'importance que l'on pourrait le croire et qui soulève nombre d'autres problèmes insoupçonnés. Alors, quels sont ces problèmes? Peut-on encore sauver le jeu en physique? On va voir ça. Tout d'abord, qu'est-ce qui nous prouve que le support numérique prend le pas sur le support physique? Eh bien, prenons l'exemple de la PS5 qui déjà est disponible dans un modèle sans lecteur de disque. Ce à prix réduit pour vous encourager à prendre ce modèle-là. Heureusement, celui-ci ne s'est pas si bien vendu, ce qui en Alors attends, combien? oui, pour vous encourager à prendre ce modèle-là. Heureusement, celui En se basant sur les 61,7 millions de PS5 écoulés à fin août selon Sony, on peut estimer à 50,6 millions le nombre de consoles avec lecteur, contre seulement 11,1 millions de versions digitales. Ah oui, d'accord, ah ouais, bah après c'est normal, ouais, parce que le jeu en soi, parce que au moins ils savent que, au moins tu sais que quand t'achètes, c'est comme moi, The Last of Us Part 2. Du coup, là, j'ai le jeu du coup en CD pour la PS5 parce que j'ai le lecteur CD. Mais si je viens l'acheter comme The Last of Us Part 1, je l'ai acheté numériquement directement sur la Play 5. Et bah si ma Play elle est morte et si je retrouve pas mon compte, bah mon jeu il est mort. Donc oui, c'est vrai que je comprends pourquoi du coup les gens prennent plus avec lecteur que en digital. Mais tu vois quand même la différence, hein, 50 millions et 11 millions. celui-ci Il y a ne quand même s'est une grosse pas différence. si bien vendu, ce qui en revanche n'est pas le cas de la PS5 Pro, une version un tout petit peu plus puissante de la PS5 qui peine à justifier son prix astronomique. Ouais, franchement, regarde, tu vois pas beaucoup de PS5 différence. Pro, Hein. une version un tout petit peu plus puissante de la PS5 qui peine Regarde, la PS5 Performance et la PS5 Pro. Hein. Franchement, tu vois pas une très grosse diff. Hein. Enfin, perso, j'ai pas vu de à très grosse justifier diff son sur prix les benchmarks. Hein. astronomique de 800 €. Enfin, pour bien remuer le couteau dans la plaie, des lecteurs CD attachables à la console existent bel et bien, mais étaient déjà en rupture de stock avant même la sortie de la dite console. Et difficile à croire que ce n'était pas prévu par Sony. De toute évidence, ils veulent doucement nous habituer à la disparition du jeu en physique. Mais bon, heureusement, les joueurs ne vont pas dans leur sens, non? Eh bien, premièrement, la PS5 Pro a été un succès, et les statistiques des ventes en physique sont bien pires. Cette année, plus de 75% des ventes de jeux en Europe. Ah ouais, carrément. Ah putain, ah ouais, bah t'as beaucoup plus de gens qui ont pris en numérique qu'en physique. Hein. En physique, il y en a de moins en moins. Hein. Ouais, puis la physique, ça va disparaître. Hein. Était Le numérique, c'est ce qui va rester. 81% pour Xbox, 68% pour PlayStation et 33% pour Nintendo, qui résiste encore et toujours. Il faut aussi noter que certains des plus gros AAA de l'année privilégient une version digitale. On peut penser à Black Myth Wukong, qui a mis des mois avant d'arriver en physique. Mais est-ce que c'est si étonnant? Après tout, c'est tellement pratique de pouvoir acheter ces jeux sans bouger de son canapé, sans s'encombrer avec plein de boîtes et sans même avoir à changer de disque pour jouer à un autre jeu. En plus, ça va pas se détériorer, aucun risque de perdre le jeu ou de le péter. Et pourtant, avant même de parler d'un impact global sur l'industrie, vous auriez tout intérêt à posséder vos jeux en physique. Souvenez-vous, la PS4, c'était ça. Cette pub était la réponse de Sony à Microsoft et sa Xbox One, qui ne permettait pas de partager ses jeux, même en disque. Au-delà de l'ironie de la situation, quand on connaît la position actuelle... Ah oui, d'accord, en fait, ils ont fait un coup de pique. Ils ont fait un coup de pique Sony à Xbox.
Ça fait un petit coup de pique. Sur le sujet, ça prouve mon premier point. Vous êtes libre de prêter vos jeux à n'importe qui, peu importe que vous y ayez déjà joué sur votre console, chose impossible la plupart du temps en version digitale. En même temps, quand vous achetez un jeu sous format numérique, on ne peut pas vraiment dire que vous possédiez réellement votre jeu. Je m'explique. Vous les louez aussi longtemps que la plateforme ou l'éditeur où vous les avez achetés le voudra. S'ils veulent supprimer le jeu de la boutique, voire carrément vous reprendre le jeu, ils le peuvent. En 2023, lors de la fermeture de Stadia, le service de cloud gaming de Google, tous les utilisateurs ont perdu leur accès à l'intégralité des jeux de la plateforme. Malgré un remboursement complet et même nécessaire, j'ai envie de dire, on a quand même pris leur jeu à ces gens sans rien leur demander. Mais ce n'est pas tout. Certains jeux, même en solo, nécessitent parfois une connexion internet permanente pour pouvoir y jouer. Il est aussi très fréquent que même en ayant acheté votre jeu en disque, vous ayez besoin d'être connecté au réseau pour l'installer. Et encore, si ces problèmes vous impactent personnellement, l'avènement du jeu numérique peut être bien plus destructeur pour l'industrie tout entière. Déjà, c'est la mort du marché de l'occasion. En plus de vous empêcher de revendre vos jeux ou de les acheter à prix réduit, ça signifie que ce sont les éditeurs qui choisissent les prix. Si demain les prix augmentent drastiquement sur les boutiques numériques sans aucune raison, vous n'aurez pas d'alternative sans marché de l'occasion. Et puis c'est bien sympa d'avoir 2-3 promotions par-ci par-là, mais la plupart du temps vous devez payer vos jeux au prix fort, généralement plus cher qu'en physique. Tiens. Ouais, c'est pour ça que généralement, moi je préfère quand même payer la version numérique parce que la version numérique est quand même moins chère que la version physique. Je sais pas si vous, dans le chat, les gars, vous préférez la version physique à numérique. Moi perso, je préfère numérique parce que physique, les jeux ils coûtent. En fait, ça coûte tarpin cher, frère. Maintenant, le dernier jeu qui sort en physique, il coûte au moins 80 balles. Au moins. Allez, 70 à la limite. Mais enfin, ça coûte cher, frère. Récemment, j'ai voulu acheter Dragon Quest Heroes 2 sur PC, un jeu de 2017, facilement trouvable à 15 € sur PS4. Son prix était fixé à 60 € sur Steam, et apparemment il n'a pas été en promotion depuis presque 4 ans. Alors vous devez deviner sur quelle version je me suis dirigé. Enfin, et à mes yeux c'est le point le plus important de cette vidéo, la fin du support physique, c'est aussi la mort de l'histoire du jeu vidéo. Et ça touche autant les jeux rétro que les jeux récents. L'année dernière, Nintendo a fermé l'eShop de la Wii U et de la 3DS. Fin du service Nintendo eShop sur Wii U, ouais, ça j'en avais entendu parler ça. Et Nintendo 3DS, mise à jour avril 2024, depuis le 27 mars 2023, il n'est plus possible d'effectuer des achats dans le Nintendo eShop de la Wii U ou dans celui de la Nintendo 3DS. Ouais, ils ont fermé les serveurs de vente Wii U et 3DS du coup, ouais. Dans ce processus, ça, c'est de ce qui arrive nombreux jeux au bout d'un moment, uniquement malheureusement. disponibles sur ces boutiques digitales ont disparu. C'est aussi le cas de tout le contenu additionnel achetable uniquement sur l'eShop, donc impossible d'accéder aux personnages DLC de Smash 4, aux chapitres supplémentaires de Fire Emblem ou encore aux démos jouables de vos jeux préférés. Et puis, vu le nombre de DLC qui sortent aujourd'hui, dont certains avec un contenu vraiment intéressant, on peut penser aux jeux From Software par exemple, ce serait une véritable catastrophe de supprimer l'accès aux boutiques numériques des générations plus récentes. Pourtant, Sony l'a déjà fait avec le store de la PS3 et de la PS Vita, avant de revenir sur leur position après les plaintes des joueurs, du moins en partie, puisque le store est bien fermé pour la PSP. Ce n'est donc sûrement qu'une question de temps pour les consoles plus récentes. C'est même déjà arrivé pour certains jeux, comme Jump Force et tous ces DLC qui ont disparu du jour au lendemain. Le manque d'alternatives proposées par les éditeurs pour accéder à ce genre de contenu cause progressivement la disparition de toute une partie du patrimoine du jeu vidéo, bien qu'il existe. Et aussi, petit aparté, il y a mes potes qui ont pu jouer à Jump Force. Bon, ils l'ont crack. Ils ont joué à version crack. Et franchement, c'était incroyable. J'ai regardé leur partage d'écran qu'ils m'ont fait sur Discord. Et franchement, le jeu, il est incroyable en fait. Et on était dégoûtés de savoir que ils avaient arrêté les ventes et tout depuis 2021, je crois, quelque chose comme ça. Non, même pas, avant. Je crois depuis 2019, quelque chose comme ça. Ouais, je crois carrément avant 2021. On était dégoûtés de savoir ça. Parce que c'est con, parce que le jeu avait un potentiel de dingue. Parce que Jump Force, en fait, c'est un jeu auquel tous vos univers d'animés préférés sont dedans. Et ça, frère, pour les fans d'animés qui aiment jouer à ce genre de jeu, comme par exemple Naruto Shippuden ou One Piece, là, ils étaient dedans. Tu pouvais jouer avec les persos. Et c'était incroyable. Ils ont toujours des moyens plus cachés d'y accéder, sur lesquels on reviendra. Mais tout ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. 87% parmi tous les jeux sortis aux États-Unis
États-Unis avant 2010, c'est la part de jeux inaccessibles ou difficilement accessibles légalement aujourd'hui. En effet, la conservation du jeu vidéo est vitale pour son patrimoine et c'est pourtant de plus en plus difficile de préserver les nouveaux jeux. On devine facilement pourquoi. Une absence de support physique tangible signifie que le jeu existe uniquement en tant que fichier numérique, qui dépend forcément de son écosystème, une console compatible, un compte Steam, etc. Entre les contraintes juridiques, les droits d'auteur, les problèmes techniques, l'hébergement des jeux sur des serveurs, ça peut vite devenir une bombe à retardement. Il n'y a donc rien de plus sûr et concret qu'un jeu en physique. Mais est-ce que c'est infaillible pour autant? Absolument pas. Là-dessus, il a quand même pas tort, hein, parce que c'est vrai que en ce moment, on a eu quand même pas mal de bugs sur Rocket League par rapport au niveau des comment dire, au niveau des serveurs. Donc là-dessus, il a pas Que tort. ce soit pour les cartouches ou les CD, le temps qui passe les rend inévitablement vulnérables à l'usure, avec le risque de perte de données comme vos sauvegardes, ou pire, le jeu qui ne fonctionne plus tout simplement. Certains jeux sont aussi quasiment introuvables aujourd'hui, soit parce qu'ils sont sortis en peu d'exemplaires à leur époque, ou jamais sortis dans certaines régions. Une rareté qui peut les faire monter à des prix exorbitants. Toutefois, il existe bien une solution à tous ces problèmes, mais elle ne plaira pas à tout le monde. L'émulation et le piratage jouent un rôle clé dans la préservation du jeu vidéo. Ah ça. Alors l'émulation, ouais, le piratage, ah bah ça frérot, ça le craquage, bon. Ça, ça j'en parlerai pas parce que ça c'est tout le monde le fait en vrai, tout le monde. Pas moi. Avant oui, mais maintenant non. J'achète tous mes jeux, ok? J'achète tous mes jeux. Vital même. Paradoxal quand on sait à quel point certains éditeurs mènent une véritable guerre contre ces pratiques. Mais avant de rentrer dans ce débat, définissons ce qu'est l'émulation. Il existe une flopée de logiciels que l'on appelle émulateurs, dont le principe est simple, recréer le fonctionnement d'une console de jeu. Dolphin pour la GameCube et la Wii, PCSX2 pour la PS2, Citra pour la 3DS, etc. Il vous suffit alors d'avoir le jeu dans le bon format et de le lancer sur l'émulateur adapté. Et voilà, vous jouez à un jeu PS2 sur votre PC en haute résolution dans les meilleures conditions possible. Techniquement, ces logiciels sont censés être légaux. C'est plutôt sur la manière dont on se procure les jeux qu'il y a un problème. C'est d'une simplicité déconcertante de les obtenir par de moyens détournés, mais je ne rentrerai évidemment pas dans les détails. D'un autre point de vue, ça permet aussi de jouer à des jeux introuvables en physique aujourd'hui et jamais réédités. De plus, la mise en ligne de tous ces jeux, qu'ils aient de l'importance dans l'histoire du média ou pas, les immortalise. Ce qui permet aussi aux fans de créer leur propre traduction de tous ces jeux qui ne sont jamais sortis de leur pays. Parfois de véritables chefs-d'œuvre que l'émulation a rendu accessible. Mais qu'en est-il du rôle du piratage? Dans un sens, on pourrait dire que c'est le seul moyen de réellement posséder un jeu numérique aujourd'hui. Vous allez comprendre, c'est une garantie d'accès permanent au jeu, d'avoir un contrôle dessus qui ne dépend pas du bon vouloir de son éditeur. Dans certains cas, c'est aussi le seul moyen de pouvoir jouer à tous les jeux qui ont disparu avec la fermeture de boutiques digitales, comme l'eShop de la 3DS et de la Wii U. Une solution de dernier recours, si on veut, qui peut apparaître pour certains comme une réponse au problème du marché du dématérialisé. Est-ce que je vous recommande de pirater vos jeux pour autant? Bien sûr que non. Je ne pense pas que Steam va tout d'un coup disparaître avec votre bibliothèque entière de jeux PC. Par contre, il est possible de perdre votre compte, qu'il soit hacké ou supprimé par erreur. Dans ce cas, si vous souhaitez une solution plus sûre, il existe des plateformes comme GOG, où une fois votre jeu acheté, il fonctionne sans dépendre de la dite plateforme. C'est ce qui se rapproche le plus de posséder votre jeu en boîte. C'est pourquoi j'aimerais tout de même nuancer mon propos. Il est indéniable que le dématérialisé offre des avantages et qu'il a le mérite d'exister. Pour moi, le monde idéal, c'est simplement d'avoir cet équilibre entre numérique et physique, d'avoir toujours le choix. Le problème, c'est qu'on est sur le point de le perdre. Il est en effet fort possible que les générations de consoles à venir fassent disparaître le support physique. Et en tant que passionné, ça me ferait mal au... Ah bah regarde, déjà là, avec la PS5 Pro, ils retirent déjà la version numérique, la version physique pardon, en retirant du coup le lecteur avec. Donc si Sony font déjà ça, si là ils entament déjà ce processus là, bah dites-vous que pourquoi Xbox pourrait pas suivre, pourquoi Nintendo ne pourrait pas suivre, pourquoi ces autres plateformes là ne pourraient pas suivre. Regardez, petit exemple aussi en aparté, par exemple maintenant pour les plateformes de stream comme Netflix, Disney+, Paramount+, Amazon Prime, bah avant tu payais pas si cher, déjà avant tu payais pas si cher et t'avais le partage des comptes. Là ils ont remarqué que du coup les gens se prenaient juste un compte et du coup se le partageaient entre eux, du coup ils ont fait allez hop on va te supprimer l'accès frérot. Du coup ils ont commencé à retirer cet accès là et donc du coup de plus en plus de personnes reprenaient leur abonnement. Du coup bah Netflix ils se sont mis bien, du coup bah ils ont continué à partir de ce principe là. Et alors je sais plus qui a mis en place les pubs, mais je crois que ça doit être Netflix qui a dû le mettre en place
place en premier, ou Amazon, bref, je sais plus. Mais là maintenant pour Amazon Prime, même si vous avez Amazon Prime, avant il fallait payer 2 balles, ils ont augmenté à 4 balles si vous voulez vos films et séries sans pub. Pour rajouter 4 balles sur votre abonnement sans qu'il y ait de pub. Donc ça peut très bien arriver aussi sur les jeux, sur les plateformes comme Xbox, Play aussi qui peuvent mettre et Nintendo. C'est très fort probable. C'est Cœur très de très ne plus probable. avoir cette convivialité qu'apportent de véritables jeux que vous pouvez tenir dans le creux de vos mains. Toutes ces enseignes qui risquent de fermer, ces endroits où vous pouvez faire Putain, du lèche-vitre. C'est vrai, te dire que tu vas au magasin, Microsoft et tout, et tu vas acheter ton jeu comme ça et tu fais ah putain, mon jeu, ça fait 3 mois que je t'attendais frérot, 3 mois. Non là tu peux plus faire ça. Maintenant tout ce que tu peux faire c'est juste clic, panier. Ah c'est bon, je l'ai. Échanger avec d'autres passionnés, acheter sur place ce jeu que vous avez tant attendu. Vous imaginez recevoir un Eh jeu ouais. en cadeau et à la place de la superbe jaquette du jeu, quand vous le déballez, vous trouvez une triste carte Steam ou un code de téléchargement. Et puis quoi de mieux que la simple vue de ces boîtes de jeux chez soi? Quel plaisir d'avoir sa collection de jeux personnels. Bref, c'est compliqué, mais il y a tout de même un espoir. En France, c'est 67% des joueurs qui préfèrent acheter leurs jeux en physique. C'est toute une part de la communauté JV qui attache une importance capitale et qui continue de faire vivre cette passion qui nous rassemble. Parce que selon moi, c'est ça qui importe le plus. Peut-être qu'un jour, nos boîtes de jeux ne seront plus que des vestiges d'une époque révolue. Mais peu importe sous quelle forme ce sera, rien ne nous empêchera de continuer de jouer. Et au pire, on n'aura qu'à se constituer la plus belle des collections de jeux rétro. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite de bonnes fêtes, et si vous offrez un jeu comme cadeau, surtout, achetez-le en boîte. À la prochaine! Très bonne vidéo, Schnoz. Hop, enfin, je sais pas si ça dit Schnoz, mais vas-y. Hop, petit sub, un petit abonnement, petit pouce bleu. Bonne vidéo. Est-ce que du coup, l'avenir du jeu est réellement en danger par rapport à la version numérique qu'on peut avoir et que la version physique disparaisse de plus en plus jusqu'à en 2030 qu'elle soit disparue totalement? Telle est la question, les amis. Si jamais vous voulez réagir à ça, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fera extrêmement plaisir, et à lâcher un petit pouce bleu. Encore une fois, passez de très bonnes vacances à vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et à la prochaine pour une nouvelle réaction. Allez, ciao ciao.